Excellent. Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette foire aux questions virtuelles de la Fête des semences de Montréal, organisée par Cultiver Montréal et présentée par Espace pour la vie. Donc, je me présente, mon nom est Lydia, votre animatrice de ce soir, et il nous fait vraiment grandement plaisir de vous accueillir en grand nombre pour faire la connaissance de nos semencières et semenciers locaux, des personnes extraordinaires, vous allez le voir, qui partageront avec nous ce soir leur métier et leur expertise. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, les foires aux questions virtuelles ont été imaginées dans le but de reproduire ces rencontres, ces échanges que nous aurions pu avoir en personne au kiosque, par exemple. Ce sera donc l'occasion inespérée pour vous, les participants, participantes, de faire non seulement plus connaissance avec nos fournisseurs horticoles locaux, mais aussi de poser toutes vos questions et vous verrez un peu plus tard qu'il y aura une période pour récupérer toutes vos questions. Je tiens à souligner le travail d'adaptation de tous ici présents, donc tant au niveau de l'organisation que de la participation, car on sait, la nouvelle réalité qui nous touche tous nous demande un effort d'adaptation, puis on vous remercie énormément d'être là avec nous ce soir. Donc, à mon avis, les semences sont d'abord et avant tout un symbole d'espoir, car dans de toutes petites semences réside un bagage génétique remarquable, ainsi que des réserves nécessaires au déploiement d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Alors, simplement vous mentionner avant de commencer que l'événement sera enregistré puis rediffusé sur les médias sociaux. Donc, si vous ne désirez pas être filmé, je vous invite à éteindre tout de suite votre caméra, puis à conserver votre micro éteint pendant les échanges pour s'assurer de la fluidité du tout, Puis, si cela ne vous gêne pas, eh bien, on vous suggère au contraire de laisser votre caméra allumée pour apporter un côté un peu plus chaleureux à notre foire aux questions virtuelles. Donc, ce soir, vous allez voir, nous avons des personnes extraordinaires à vous présenter. Donc, tout d'abord, un de nos invités est Isaac Veilleux du potager ornemental de Catherine. Allô Isaac, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, bonsoir, comment ça va? ça va bien, toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Ben, Donc là, on va saluer notre deuxième invité qui est Audrey Fontaine de Jardin La Brouette. Allô Audrey? Salut, ça va bien? Oui, ça va bien vous? Oui, ça va super bien. Je suis vraiment Super, contente. merci beaucoup d'être là. Et notre troisième invité est Olivier Légaré de Les Semences du Batteux. Allô Olivier, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Super, merci à vous aussi d'être ici avec nous. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment la soirée va se dérouler. Donc, à tour de rôle, nos invités vont pouvoir vous présenter leur métier, leur entreprise. Et c'est vraiment qu'à la fin des 3 présentations que là, il y aura une période de questions pour vous, les participants, participantes. Donc, vous allez pouvoir échanger de 2 façons avec nos invités. Soit vous pourrez, à cette période de questions, inscrire vos questions directement dans le chat, ou sinon, si vous voulez discuter directement avec nos invités, vous allez pouvoir lever la main. Pour ceux qui ont une version récente de Zoom, vous allez voir au bas de votre écran, il y a un bouton réaction. Et donc, en cliquant là-dessus, vous allez trouver l'autre onglet « Lever la main ». Pour ceux qui ont une version un petit peu moins récente de Zoom, à ce moment-là, vous allez venir cliquer sur le bouton « Participant » au bas de votre fenêtre Zoom. Et donc, vous verrez un menu déroulé à votre droite et vous allez voir un petit bouton « Lever la main ». Donc, voilà les 2 façons de pouvoir procéder un petit peu plus tard. Donc, conservez vos micros éteints. Ce sera vraiment le moment pour nos invités de pouvoir nous exposer leur métier. Et on va commencer avec
Isaac Veilleux du potager ornemental de Catherine, qui nous a partagé un peu plus tôt cette semaine que ce qu'il adore de son métier, c'est la diversité, tant au niveau des tâches de travail que celle des plantes, des fleurs, des légumes. Donc, Isaac, est-ce que vous êtes prêt à nous parler un petit peu de votre entreprise? Non, pas vraiment. J'ai fait plein de choses sauf me préparer à cette rencontre-là ce soir. OK, dans le fond, le potager ornemental de Catherine, l'âme derrière ça, c'est Catherine, évidemment. Là, elle n'est pas là. Catherine, elle a commencé à produire de la semence en 2007 parce que c'est un peu, quand elle jardinait, dans le fond, c'est les résultats qu'elle avait avec ce qui était disponible à ce moment-là. C'était pas diable, sauf ce qu'elle se procurait chez les semenciers locaux. Il y en avait déjà quelques-uns dans le temps. Pas comme aujourd'hui, mais il y en avait déjà quelques-uns, puis les résultats étaient beaucoup meilleurs. Donc, c'est parti avec ça. Aujourd'hui, on a environ une dizaine d'acres. Ce n'est pas tout en culture. Il y a de la place pour l'agrandissement encore beaucoup. Mais grosso modo, c'est une dizaine d'acres. C'est divisé en 18 jardins, plus les 3 nouveaux qu'on a faits chez les voisines. Puis, on essaye de faire le plus de choses possible, évidemment. Quoi d'autre? Y a-t-il quelque chose d'autre? Oui, moi, j'aimerais savoir un petit peu, ça fait combien d'années exactement que vous avez commencé ce beau projet? Catherine a commencé en 2007. Moi, j'ai rencontré Catherine en 2017. Ah, OK, d'accord, super. Donc là, vous continuez ensemble cette belle aventure des semences. Là, on est tous les deux à temps plein à produire de la semence. C'est excellent, mais merci beaucoup. De toutes les manières, vous allez voir, il y aura beaucoup de questions de notre public là tantôt, donc on fera appel à vous un petit peu plus tard, mais je vous remercie beaucoup, Isaac. C'est gentil, merci. Si? Excellent. Donc là, on va poursuivre avec notre deuxième invité. Il s'agit donc d'Audrey Fontaine de Jardin La Brouette. Allô, Audrey. Moi, je cherchais mon petit bouton pour mettre pas sur mute. Fait que, ouais, ben, c'est ça. Moi, j'ai commencé en 2013. J'ai commencé par être maraîchère. Donc, je cultivais des légumes pour faire des paniers. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que, bon, les variétés de semences que j'avais, c'était souvent des hybrides. Ça coûtait énormément cher de semences pour produire les légumes. Puis là, je me suis dit, ça n'a pas de sens. Je devrais être capable de faire de la semence. Fait que j'ai commencé à m'intéresser plus à ça. Puis, de fil en aiguille, je me suis mis à produire mes propres semences pour me fournir en semences pour les jardins maraîchers. Puis là, ben, j'aime tellement ça que j'ai décidé de lâcher la vente de légumes puis de me consacrer juste aux semences, là. C'est un peu ça. C'est super. Puis au niveau de ce qui vous a amené à devenir semencière, votre parcours un petit peu, parce que dans les rencontres qu'on a eues les derniers jours, on parle vraiment du manque de formation, hein, je pense, pour devenir semencier ou semencière. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, ça a été quoi votre parcours? Comment vous Ça a êtes été rendu beaucoup là? de littérature que je suis allée chercher, des littératures en France. Il y a des cahiers agronomiques aussi qui existent. La première chose aussi, je pense qu'il faut savoir bien cultiver le légume pour être capable de le mener à terme, pour être capable de faire ensuite de la semence. Donc, déjà d'avoir comme une expérience de maraîcher, ça l'aide au départ. Ensuite de ça, mais c'est sûr que en rencontrant d'autres semenciers dans les salons, on discute, on échange aussi avec les autres semenciers. C'est un bon moyen d'apprendre. Puis mais moi, je suis retournée à l'université parce que je trouvais qu'il me manquait encore de connaissances. Fait que, ouais, c'est ça.
C'est super. Merci beaucoup, Audrey. Ça fait plaisir. Excellent. Donc là, on va poursuivre avec Olivier Légaré de Les Semences du Batteux. Puis Olivier nous a partagé qu'en fait, ce qu'il adore de sa journée, c'est lorsqu'il fait des dégustations. Vous êtes bien chanceux. Vous devez en faire beaucoup. Donc, on vous laisse prendre la parole puis nous présenter votre entreprise. Bonjour. Moi, j'ai commencé mon entreprise, c'est la 7e année. Ça fait déjà un petit bout là, quand même. Là. Les années passent et je trouve ça bien le fun. Je peux raffiner un petit peu les méthodes que je fais. J'ai découvert le milieu un petit peu par hasard. Je faisais des voyages dans l'Ouest. Puis moi, j'étais un musicien à la base. Là, puis j'ai fait du woofing. J'ai changé du travail contre un logis et de la nourriture. Moi, ça me donnait du temps pour pratiquer ma musique. Puis je faisais 4 heures par jour sur la ferme. Puis ça se trouvait que c'était une ferme qui faisait des semences. En fait, j'ai vécu 2 ans sur Hornby Island, en Colombie-Britannique. C'était des producteurs pour South Spring Seeds. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Là. En plus, j'avais jamais mis les pieds dans un jardin. Je trouvais que c'était le fun. Je pense que c'est pas venu tout de suite, je vais devenir semencier, mais ça n'a pas été trop long. À un moment donné, j'ai décidé de revenir au Québec aussi. Là. Je trouvais que j'étais un petit peu tanné j'avais en plus envie du monde francophone. Je m'ennuyais de mes amis. Puis j'ai décidé d'étudier un peu en horticulture. Je passais une année à la Pocatière. Mais c'est vrai quand même, là, je trouve qu'il y a un petit manque là, pour la formation de semencier. Il n'y a pas de formation comme telle. Quoique peut-être qu'il y en a. Il faudrait demander Mélanie Chapelot là, des Jardins de la Gaillarde. Je pense qu'elle a fait un programme qui avait l'air intéressant. Mais c'est ça, dans mon cas, ça a été sur le terrain. J'ai vécu sur une ferme. Puis après, j'ai fait de la pocatière. Puis j'ai décidé d'aller aussi à Kamouraska. Moi, j'étais allé chez Patrice Fortier de la Société des plantes. Puis là, j'ai passé 1 an avec lui. Là, puis c'est vraiment pour peut-être faire la transition aussi entre comment produire des semences dans l'Ouest qui n'ont quasiment pas d'hiver, avec vraiment au Québec, là, quand tu gères le gel. Là. Puis c'est ça, j'ai déménagé aussi à Lévis, dans le fond, je suis né à Lévis aussi. Là. Je suis retourné chez nous, puis il y a des amis qui me prêtent un terrain. Puis depuis ce temps-là, je jardine, puis j'apprends. J'apprends tout le temps encore. Il y a plein de choses à apprendre tout le temps. Oui, merci beaucoup. J'en doute pas, merci. J'aimerais ça savoir un petit peu, les sortes de semences que vous avez. C'est quoi les variétés? Est-ce que vous êtes capable de nous parler chacun à votre tour, nous dire c'est quoi que vous produisez? Juste une idée, il doit y en avoir beaucoup là, mais peut-être une petite idée. Nous, on a, je pense, c'est 250 variétés sur le site. Ça va, là, je vais regarder. Je suis dans ma salle de traitement des commandes. Je peux regarder. On a trois courgettes différentes. On a un paquet de courges, pois, haricots, soya. On a beaucoup de soya, des tonnes de fleurs, beaucoup de fleurs, vivaces ou annuelles ou bisannuelles. Et tous les mosses dans le jardin, là. Plus des affaires bizarres, comme du zucchini sicilien ou du luffa qu'on essaye. On ne réussit pas toujours. C'est super ça. Merci beaucoup, Isaac. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Audrey ou bien Olivier? Audrey. Ah, je peux bien y aller. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, je faisais à peu près une 50aine de variétés au champ de légumes. Fait que je me concentrais sur les légumes que je vendais aussi. Là, vu que j'ai comme abandonné mon champ cet été, faut que je réduise ma quantité. Fait que je suis comme en restructuration un peu aussi. Donc, c'est ça, là. Faut que je vois là, comment est-ce que
comment je vais pouvoir cultiver de variétés sur mon terrain parce que là, c'est beaucoup réduit. Je suis passée de 15 hectares à même pas une moitié d'hectare. Fait que ça va probablement causer une diminution dans la variété des semences que je vais pouvoir produire dans les prochaines années. Mais c'est aussi dû à mon retour à l'université là, qui fait en sorte que je vais consacrer plus mon temps à l'université et un petit peu moins de temps à mes cultures maraîchères. Justement, parlant d'université, il y a quelqu'un qui demandait où est-ce que vous avez fait votre formation? En fait, je viens de rentrer en septembre à l'université. J'ai fait un micro-programme en agriculture biologique auparavant, qui est à l'Université Laval. Puis là, présentement, je suis à l'Université Laval encore, mais j'oriente ma formation pour choisir mes cours pour que ça me donne que j'aille plus vers la semence. C'est avec la faculté, on regarde pour voir qu'est-ce que je peux suivre comme cours, puis peut-être faire une session à l'étranger aussi pour aller chercher des cours ailleurs, parce qu'ici, effectivement, on n'est pas très spécialisé dans la production de semences de légumes. On en fait de la semence au Québec, mais on fait de la semence de blé, de soya, de maïs, tout ça, mais la particularité, c'est qu'on ne fait pas vraiment de semences en grosse quantité de légumes. Donc, merci beaucoup. Merci Audrey. Olivier, est-ce que vous voulez nous parler des variétés, de ce que vous cultivez? Ben oui. Ben, je pense que pour avoir une entreprise de semences, j'ai l'impression que tout le monde en même démarche. Il faut avoir un peu de tout. Là. Moi, j'ai trié ça, verdure, cucurbitacées, solanacées, les légumes racines. C'est le classement vraiment de base. Là. Mais essayer de faire le tour de tout. Là. Puis, assez vite, on se rend compte qu'on ne peut pas toutes les faire. Là. Moi, j'ai décidé, il y a quelques années, de faire un peu de revente aussi. C'était 10% de mon catalogue. Là. Des affaires que j'ai essayé quelques fois qui ne marchaient pas, là, je les revends. Là, puis je me concentre sur d'autres choses. Puis après ça, ben, c'est avec le temps, je pense. On choisit les variétés qu'on veut avoir. Comme moi, dans mon catalogue, j'ai au moins 2, 3 carottes. C'est pas encore clair. Mais jaune du doux, j'ai bien aimé celle-là. J'ai fait de la Sainte-Valérie aussi. J'ai fait de la Nantes. Mais de la Nantes, je me suis rendu compte que je pouvais l'acheter ailleurs. Là, puis c'est tellement commun que j'aimais mieux me concentrer sur d'autres choses. Puis ça, j'ai des courges, des concombres, des laitues. Puis ce qui m'intéresse beaucoup, moi, depuis quelques années, c'est les piments et les poivrons. Puis en particulier les piments forts. Je trouve que je le vois aussi un peu d'engouement sur les groupes Facebook là, de piments forts. Puis, c'est des gens assez spéciaux, là, comme moi j'aime bien, en fait. La plupart, ils trippent sur les affaires qui font mal, là, qui font souffrir. Là. Moi, c'est pas vraiment mon cas. Là. J'aime mieux les piments forts qui goûtent, là, qui ont des saveurs d'agrumes, puis qui ne sont pas trop forts, là, pour qu'on puisse les goûter et les apprécier. Là. Puis j'ai fait des découvertes. Il y a plusieurs espèces de piments. Les piments plus communs, c'est les anoum. Ça, ça peut être les doux. Les poivrons doux sont comme ça. Les piments forts aussi, il y en a une couple. Là, des cayennes, des espelettes. Puis ma découverte, ça a été plus les bacatoum. Je dirais, c'est une autre espèce. Là. Ça, c'est vraiment des piments forts. C'est des super producteurs. Je pense que c'est Michel Lachaume qui disait qu'ils appelaient les pompes à piment. C'est des plants qui peuvent faire 50 fruits, 100 fruits, tellement que sont difficiles à mûrir parce qu'ils en font juste beaucoup trop. Là. Mais ça, je trouve ça le fun. Puis c'est toutes des tailles relativement petites. C'est pas des énormes, puis assez minces. Puis eux, leur particularité, c'est qu'il y a plus de goût d'agrumes fruités que les anoum, par exemple. Le piquant est un peu différent aussi. Là, fait que là je me suis
j'ai fait des recherches un peu, puis il n'y en avait pas tant que ça, des Baccatum. Mais j'ai commencé avec les Agi Crystal, puis là, j'ai continué, j'en ai trouvé plein sur des sites aussi. Il y a un site en Finlande, Fatalinet, que j'ai trouvé, qui sont vraiment extraordinaires, eux autres. Là. Fait que là, l'année passée, j'ai fait 6, 7, 8 Baccatum de plus, là, puis j'ai choisi, puis c'est vraiment des piments moi, qui me fascinent. Là. Ah, mais c'est le fun, mais merci. Merci pour ce partage. Donc là, je pense qu'il y a certainement plusieurs de nos participants qui ont des questions. J'aimerais vous rappeler que pour pouvoir poser des questions à nos invités, vous pouvez soit les inscrire directement dans le chat ou sinon vous pouvez lever la main. Puis aussi, vous allez retrouver un lien dans le chat. Il s'agit d'un formulaire d'appréciation que vous allez pouvoir remplir si vous voulez, qui vous donne la chance de remporter l'un des 2 paquets cadeaux, une gracieuseté de la boutique du Jardin Botanique, ainsi que des laissez-passer pour le Jardin Botanique aussi. Donc, on vous invite à le faire. Donc là, je pense qu'on va passer à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez soit lever la main, soit y aller dans le chat. Alors, j'ai une première question ici de Marion Bayet. Audrey, est-ce qu'il y aura encore des plants à vendre ou elle a arrêté complètement? Pour les plants à vendre, ça, j'ai vraiment arrêté ça. Par contre, c'est sûr que les gens peuvent aller sur mon site puis acheter des semences. Là, j'ai remis mes stocks à jour après-midi, fait que ça devrait être correct. Je ne devrais pas avoir de backorder qui rentre. Non, c'est ça pour les plants. Vu que, bon, tu sais, de partir les plants, tout ça, puis le vendre les plants, je voulais rendre ça plus simple. Donc, j'ai arrêté complètement de vendre des plants. Je sais que les gens aimaient ça beaucoup, mais c'est ça. Peut-être que dans quelques années, je recommencerai à faire ça, mais pour l'instant, je vais me concentrer juste sur les semences. Parfait, merci beaucoup. On a une autre question, c'est d'Émilie Vigée-Boisclair qui demande moi, je reste à Mont-Laurier, j'ai des betteraves dans le jardin. Que laisser, ils vont pousser pour avoir leurs graines. Donc, est-ce qu'il faut les laisser ou qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez des conseils? Moi, je peux répondre. La betterave est bisannuelle, comme la plupart des légumes racines, là, carottes, oignons, etc. L'idée, c'est que tu ne veux pas que ça gèle pendant l'hiver. C'est sûr que c'est un risque là, de les laisser comme ça au champ. Là. Ça peut survivre s'il y a un bon couvert de neige. Je n'ai jamais trop expérimenté avec betterave. Là. Je sais que carottes, ça ne marche pas très bien. Panais, ça a des bons taux de succès. C'est plus résistant. Avec betterave, je ne saurais pas. Moi, ce que je fais, c'est que je vais vraiment creuser un trou là, à 2 pieds de profond dans... J'ai pris une allée de mon jardin, là, puis au moins 2-3 pieds de profond. Puis tous mes légumes racines, je les mets là. Je mets une couche de paille par-dessus, de la terre, puis ça marche très bien. Là. Ils ne meurent pas l'hiver. Fait que rendu au printemps, c'est la première chose que je fais. Je vais les sortir, puis les replanter. Puis idéalement aussi, les bisannuels, on va avoir beaucoup d'individus. Idéalement, on ne fait pas des graines de betterave à 3 betteraves. On aimerait ça en avoir 50 et plus, 100 et plus. Là. Ça peut altérer un peu la génétique là, quand il en manque. Puis aussi pour la pollinisation, là, mettons que c'est 3 betteraves, ben, c'est vraiment pas idéal, là, je pense. Là. Ça se peut que ça marche, mais ça en prendrait plus que ça. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? C'est correct? OK. Donc, on va passer à la prochaine question. C'est une question de Nathalie Désilé qui demande comment et quand récolter les semences de lavande? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui pourrait l'aider.
Ah, moi, je peux l'aider. J'en ai fait. J'en fais à chaque année. Let's go, Olivier. Moi, je trouve ça super dur. Ben, en fait, c'est pas, c'est pas dur de récolter les plants. Là. On voit que il y a la fleur. Une fois que la fleur elle va faner, elle va faire ses graines, elle va faire comme des petites capsules. Là. Ça vient sec. Là. Puis c'est comme ouvert aussi. Là. On l'écrase avec les doigts, on voit qu'il y a des graines dedans. Là. Puis le problème, ben, c'est surtout quand c'est le temps de faire le test de germination. Moi, ça arrive là, à chaque année, c'est zéro. Il n'y a jamais rien qui germe. Puis c'est arrivé, la batch de 2017, elle germe à 40%. Puis à la lumière. Je ne germe pas dans l'eau. Normalement, il faut la mettre à la surface. Là. Puis, ben, c'est étonnant. Là. Ça fait partie des graines que c'est mystérieux. C'est pourquoi est-ce que ça germe pas mieux que ça, je ne sais pas. Puis, mais moi, je garde mes batchs. Ça se peut que l'année prochaine, 2016 va décider de germer ou 2019 va germer. Je ne peux pas prédire, mais c'est facile de les produire. Puis après, c'est ça. Il faut les tester. On ne peut pas faire confiance que ça va germer du premier coup. Là. Souvent, c'est très bas le taux de germination que moi j'ai eu. Merci beaucoup. Merci, Olivier. On va aller avec une autre question. Donc là, c'est une question de Nicole Comtois qui dit « Si j'achète des semences bio, suis-je assuré que les graines ne sont pas des hybrides F1 ?» Isaac ou Audrey? Pas du tout. Les hybrides F1, ils font du bio aussi. Là. Un biologique, c'est un cahier de charge. Dans le fond, la certification biologique a certifié que ça a été cultivé de telle manière, avec, ou plutôt sans tel produit, et que ce n'est pas modifié génétiquement. Mais des hybrides F1 biologiques, il y en a en quantité industrielle. Là. Je pense qu'il faudrait peut-être démystifier qu'est-ce qu'un hybride, puis qu'est-ce qu'un OGM dans ce champ-là. Un hybride, c'est souvent deux plants mères qu'on va venir croiser ensemble, puis qui vont nous donner un hybride de première génération qui souvent va être appelé F1 par les semenciers. Donc, dans ce cas-là, cet hybride-là peut, comme tu disais, peut être bio, cultivé en bio. Si les deux plants mères sont biologiques au départ et ont été cultivés dans des conditions biologiques. Puis, le plant hybride aussi qui va donner la semence hybride va être cultivé en bio. Là. Donc, c'est pas... voyons, comment est-ce que je pourrais bien dire ça? C'est pas un monstre, un F1. C'est juste une méthode de cultiver des semences. C'est pas quelque chose qui a été modifié génétiquement en laboratoire non plus. C'est vraiment une pollinisation qu'on va faire avec une fleur qu'on va, mettons exemple, on va prendre une fleur de tomate, on va enlever les sépales, les pétales, puis on va prendre le pollen d'un autre tomate qu'on veut hybrider, puis on va venir polliniser cette fleur-là avec. Et le fruit de ça, les graines, les semences qui vont être dans ce fruit-là, vont être une semence hybride F1. Donc, dans la nature des F1, il peut y en avoir... un abeille peut faire une F1, là. C'est un peu ça que je veux comme un peu expliquer, c'est que c'est une hybridation entre deux plants qui sont naturels. Là. Mais ben, nous, ce qu'on fait, c'est on le fait juste comme plus vite. Là. C'est un peu ça. As-tu quelque chose à rajouter? Moi, j'aimerais ça rajouter quelque chose, là, parce que c'est vraiment, on a tenté de diaboliser les hybrides, là, puis il y a eu le reportage de Radio-Canada sur les semences programmées d'enquête qui a fait jaser au bout, là, puis je trouvais ça bien ordinaire, là, je trouvais que il y a plein de choses là-dedans qui ne marchaient pas, là, mais, tu sais,
il y a des avantages et des désavantages là, aux hybrides. Puis d'ailleurs, on n'a pas parlé, là, mais nous, ce qu'on fait, les semenciers, c'est des graines ouvertement pollinisées. C'est une autre catégorie. Moi, j'en vois 3, les OGM, les hybrides, puis les ouvertement pollinisés. La différence entre les hybrides et les ouvertement pollinisés, c'est que ouvertement pollinisés, on peut les reproduire. Ça va donner la même chose que les parents. Si on prend les betteraves, mettons, là, ça va donner la même chose. Les hybrides, j'imagine que c'est rare que ça donne la même chose. Ça va donner des choses diverses. Tu as besoin d'avoir les 2 parents exacts pour reproduire le même F1. Mettons, j'ai mon plant de tomate A puis mon plant de tomate B, je les hybride ensemble. Ça va me donner ma tomate C. Puis, on ne peut pas prendre, mettons, la tomate D avec la tomate C. Elle ne donnera pas la même chose, là. Fait que c'est important que les 2 parents soient toujours pareils pour faire une F1. Mais l'avantage des hybrides, là, c'est souvent, ça va être la vigueur génétique. C'est peut-être pas vrai dans tous les cas, là, mais les plantes vont pousser plus vite. Ils vont être plus uniformes. Dans le cas des carottes, par exemple, là, ça peut être un avantage. Là. Surtout pour des gens qui font des paniers bio. Là. Les graines ouvertement pollinisées, souvent, c'est 50% des carottes sont petites. Là. Ils n'ont pas du tout la même forme. Alors que dans les hybrides, ça va être plus uniforme. C'est un avantage. Ça peut être des taux de sucre aussi. Là. Dans les poivrons, genre le poivron Carmen, c'est un hybride. C'est un des poivrons les plus sucrés que j'ai goûté. Là. Contrairement à ce qu'Enquête disait que ça ne goûte à rien, c'était vraiment. C'est pas tout à fait ça la réalité. Là. C'est qu'ils peuvent très bien être sélectionnés pour ça. Mais c'est ça, ils ne sont pas reproductibles. Fait que ça, c'est le désavantage. Puis il faut savoir comment les utiliser. Les maïs aussi, maïs ouvertement pollinisés, c'est très pauvre, on n'a pas grand-chose. Les hybrides, ça peut être une meilleure option. Puis les tomates, on me demande souvent les tomates déterminées ou tomates indéterminées. Là. Tomates de petite taille là, déterminées. Il n'y a quasiment rien dans les ouvertement pollinisés. C'est la gamme des hybrides, à moins que quelqu'un me contredise. Là. Il me semble que je n'avais parlé justement avec Catherine, là, puis tu sais, on n'en a pas des déterminés dans. Les tomates ouvertement pollinisées sont toutes indéterminées quasiment. On a plusieurs, nous autres. Ah ouais, mais ils goûtent rien. C'est chiant! Mais ça, c'est Catherine qui m'a dit ça. C'est avec elle que je parlais de ça. Peut-être avec Mélanie. OK. Bon, mais je suis content qu'on me contredise. C'est correct, ça. Okay. C'est ça. On a des bons débats là-dessus des fois. En semencier, c'est le fun. C'est parfait, ça. Merci beaucoup. Merci. On a une autre question de Sandra Sergerie qui dit « Est-ce que vous pouvez nous parler de votre technique de production de semences? » Ça englobe tellement de choses. Ça me prendrait une question beaucoup plus précise que ça. Ouais. OK. Par quoi tu commences? OK, disons, tu sais, il y a différentes façons de pouvoir récolter ces semences, puis il y a différentes façons de pouvoir les nettoyer, etc. Tu sais, la stratification, toutes ces méthodes-là qui permettent tu sais, de récupérer des graines, peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas une connaisseuse. Non, je comprends. Puis c'est pas ta question, c'est celle à Sandra, je pense que tu as dit. Bon, mettons que je suis un jardinier, que je veux récupérer mes semences pour les semer l'année prochaine puis arrêter d'en acheter. La première chose qu'on va faire, on va en faire des faciles, comme des pois ou des haricots ou des tomates. Un pois, la distance entre les variétés de pois, ce n'est pas grand-chose pour un semencier qui vend de la semence. Pour un jardinier, c'est encore moins parce que même s'il y avait une hybridation dans le jardin, on s'entend que ce n'est pas dramatique. Le pois, on va garder quelques plants, puis on va laisser mûrir sans rien récolter dessus. On va se garder quelques plants pour la semence, puis on va récolter les autres. Parce que les pois, c'est quand même assez rapide. Mettons, les haricots,
ça peut être plus long, surtout du haricot frais. Du haricot cassé, c'est rapide, mais surtout du haricot frais. Si on veut récolter sa semence de ça, il faut les laisser dans le plant. Si on les récolte, ils n'auront jamais le temps de finir à maturité. Donc, on se garde quelques plants. Mettons, le jardin, il fait telle grandeur, une variété dans un coin, une dans un autre, une dans chaque coin, puis c'est en masse. Puis là, on les laisse sécher quand la cosse est sèche ou plus ou moins sèche, on peut rentrer ça à l'intérieur, laisser finir ça de sécher dans la maison. Puis après ça, il reste juste à le battre. Puis on est correct, on n'a plus besoin de racheter d'haricots. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci, Isaac. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager peut-être, je ne sais pas, technique, c'est vrai, c'est large, mais c'est pas grave. Parlez-nous de ce dont vous avez envie, puis on sera super contents. Mais c'est un peu la même chose. C'est comme là, tu as parlé des pois puis des fèves. Mettons, si on y va avec la tomate, on peut quand même qu'on aurait 3-4 variétés de tomates. Bon, ça se peut qu'il y ait une hybridation qui se passe avec un insecte. Puis c'est pas très grave, là. Peut-être que notre tomate, elle ne ressemblera pas tout à fait à celle qu'on avait semée l'année d'avant. Ça peut nous faire des belles surprises. Des fois, on peut découvrir ah, ben, crime, celle-là, je l'aime beaucoup. Ça a donné d'autres choses. Ben, ça ne sera jamais très loin des parents. Là. Vous n'aurez pas une hybridation entre, mettons, je ne sais pas moi, un poivron et une tomate. Là. Ou même si c'est dans. Non, mais pareil. Puis, mettons, vous avez une tomate verte puis une tomate rouge une à côté de l'autre. Ça se peut que dans votre. Vous récupérez vos semences de vos 2 tomates, puis l'année d'après, vous allez semer ça, puis vous allez quand même avoir des tomates vertes puis des tomates rouges, mais peut-être qu'il y en a une dans le tas qui va vous donner une tomate avec, je ne sais pas, elle va peut-être avoir une petite flèche rouge dedans, puis ça va pouvoir être intéressant de voir ça. Il ne faut pas diaboliser ça non plus. Puis, pour récupérer les semences de tomates, ben, quand votre tomate est belle, est mûre sur le plant, vous la prenez, vous mangez la chair, puis vous gardez vos semences, là, puis vous pouvez les nettoyer ou pas non plus. Ce n'est pas plus grave que ça. Ce qui est important, c'est le petit gluant là, tout le tour de la semence. Vous mettez ça dans un petit verre avec un peu d'eau sur le bord de la fenêtre. Vous attendez que ça fasse une petite couche blanche, vous brassez ça. Puis les bonnes semences, ils vont descendre dans le fond de votre verre, puis vous récupérez ces semences-là pour ressemer. Puis vous les faites sécher. Puis ça va être winner. Là. Vous allez avoir des plants de tomates l'année prochaine, mais peut-être qu'ils ne ressembleront pas tout à fait à ce que vous aviez au départ planté dans votre jardin parce que vous n'avez 10 sortes que vous avez plantées, mais ça va être intéressant quand même. Ça va goûter la tomate. Audrey, elle parle des croisements un petit peu. Il faut savoir que les croisements, ça arrive quand c'est à l'intérieur de la même espèce. Fait que 2 tomates ensemble, ça peut se croiser. 2 pois ensemble, ça peut se croiser. Un haricot et un pois, ça ne se croise pas. T'sais, une courge, je vais dire cucurbita, pepo. Cucurbita, c'est le genre. Déjà, si le genre est différent, ça ne se croise pas. Là. Mais mettons cucurbita, pepo avec cucurbita, maxima. En théorie, ça ne se croise pas. En théorie. En théorie. En théorie. Moi, j'ai appris là, que Maxima et Moscata, ça pouvait se croiser, alors qu'on a toujours dit le contraire. Puis j'ai appris ça genre l'année passée. Là. Fait que c'est pour ça que je dis en théorie. Ça donne des cauchemars, ça va d'apprendre ça aussi. Mais ouais, fait que ça. Puis les productions, ben, peut-être pour être clair, là, il faut laisser les plants mûrir. Une semence, là, c'est la maturité là, qui compte. Là. Si on veut qu'elle germe, là, un pois, tu ne récoltes pas ça vert, c'est pas mûr, fait que ça ne germe pas. Il faut vraiment que ça sèche. S'il y a les graines sèches, eux, ils vont avoir, ça va être texture papier là, qui vont casser dans la main. Là. Puis les graines humides, ben, souvent, ça va être les tomates, les poivrons, les courges, tout ce qui est les aubergines.
Fait que ça, on veut que la couleur des concombres aussi, on veut que la couleur du fruit va changer aussi. Là. Le poivron qui est vert, les semences ne seront pas viables là-dedans. Il faut que ça change de couleur. Puis même si, par exemple, on cueille un poivron vert, on le laisse mûrir, puis il vient rouge en dedans, des très bonnes chances les graines ne germent pas. C'est bien mieux de le laisser virer rouge sur le plant. Même chose pour les tomates. Là. Rouge sur le plant le plus possible, puis là, on le récolte après. Merci beaucoup. Stéphane, merci. On a une question d'Elisabeth Saint-Pierre. Allô, Elisabeth? Allô? J'ai une question. En fait, vous venez un peu de répondre en même temps, mais dans le fond, nous, on a un jardin solidaire avec notre organisme communautaire, puis on fait ça en participation aussi avec les jeunes dans l'école primaire, puis avec les jeunes du camp de jour pendant l'été. Puis cette année, dans le fond, c'est notre 2e année, puis je voulais justement faire l'expérience là, de cueillir les semences, pour qu'on fasse vraiment là, le tour de la chaîne. Donc, partir d'une graine, la voir pousser, puis récolter la graine à la fin. Fait que là, je voulais savoir justement là, avec des enfants, qu'est-ce qui était le plus facile là, pour une non-horticole. On s'entend, là, j'ai étudié en com, moi, dans la vie, pas en jardinage. Là, fait que, là dans le fond, je semblais comprendre qu'il faut vraiment que ça sèche sur le plant, sauf pour la tomate, dans le fond, que là, j'écoutais Audrey parler avec son glu-glu qui sèche sur le dessus, c'est ça? Ouais. Non, mais c'est parce qu'il y a 2 types de semences. Les semences sèches et les semences humides. Fait que tomate, c'est une semence humide. Fait que là, je dirais que c'est plus la couleur qui va déterminer ça. Semence sèche, je pensais à haricots, pois, là, au cas, on va le voir, ça va sécher. La gousse va devenir dure. Là. Oh. Mute, c'est ça, mute. Votre micro, on ne vous entend pas. On avait comme, vu que j'avais fermé mon micro, j'avais plus le droit de le réactiver, je m'excuse. Oui, fait que dans le fond, il faut qu'une fois que c'est sèche le papier, la cosse, les graines à l'intérieur, ça va être correct. Il faut qu'on continue à les faire sécher, il faut qu'on les mette au noir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Bon, dans le cas des pois, une fois que c'est sec, tu les nettoies, tu peux nettoyer des ventilateurs. Par exemple, en faisant tomber les graines les plus lourdes dans le premier bac, puis les graines plus légères vont s'envoler. Il n'y a pas de graines légères dans les pois, là, mais les débris de plantes vont s'envoler. Là. Moi, je dirais, il faut savoir c'est quoi qui est le plus facile. Et puis, il y a 2 types de plantes. Là, il y a les allogames et les autogames. Allogames, c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup d'individus. Comme je parlais tantôt, les betteraves, les légumes racines, là, on veut beaucoup, 50 et plus, parce qu'il y a beaucoup de pollen qui se propage. Là. Puis on veut beaucoup de distance d'isolation. Fait que ces plantes-là sont pas mal plus difficiles à faire pour les gens. Là. Les graines autogames, ça, c'est des plantes qui se pollinisent elles-mêmes. Une fleur de tomate n'a pas besoin des insectes. À l'intérieur, avant même que la fleur, elle n'ouvre pas, là, mais le pollen va aller sur le pistil à l'intérieur de la fleur. Dans ce temps-là, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas besoin de distance d'isolation vraiment. Puis en plus, on n'a pas besoin de beaucoup d'individus. Un plant de tomate, ça peut être suffisant pour faire des graines de qualité. Fait que vite comme ça, moi je dirais tomate, poivron, la plupart des légumineuses, haricots, pois, des laitues, ça peut faire ça. Puis. Je ferais attention avec les poivrons, par exemple, parce que ça se croise facilement avec les piments, puis un poivron qui goûte fort, c'est pas drôle. Non, tu as raison. Pour les croisements, il y a des exceptions. Là. C'est clair que. Je veux dire, je serais plus confiant que 2 laitues ne se croisent pas. 2 poivrons, là, je pense que c'est bien connu que ça peut se croiser. Là. Mais dans le sens que un plant de poivron, ça va donner des bonnes graines. C'est pas comme une carotte, tu ne feras pas des graines avec ça. Là. Ouais. Fait que le poivron, dans le fond, c'est de le laisser mûrir vraiment sur le plant jusqu'à temps qu'il ait atteint sa couleur. Puis ensuite, on le cueille, puis on fait juste l'ouvrir dans le fond. Puis on va faire sécher les graines. Puis après ça, on les conserve au noir. Ou ça n'a
l'écorce? Ben moi, je trouve pas que c'est très important le noir, mais je dirais que c'est le sec. Tu veux qu'elle soit le plus sec possible. Moi, je mets toutes mes graines dans des pots maçons, là. C'est hermétique. Puis, tu sais, éventuellement, c'est dans le noir aussi, là. Tu sais, peut-être la lumière, ce que je verrais comme problème, c'est que ça peut faire changer la température. Donc, c'est l'été, puis il plombe le soleil dessus, là. Puis ça, les changements de température, je dirais que c'est pas très bon. La conservation des semences. Nous autres, on les garde de même. Ziploc, je sais. Ziploc. T'avais pas de pot de maçon à me vendre, c'est à cause que t'en as pas. Non. Il y a comme eu une pénurie, je pense, de pots de maçon au printemps aussi. Là. Ah oui, c'était intense. Retour au Canadian Tire, je vous dis ça de même. Ah, il n'y en avait plus. Nulle part, c'était fou. T'as-tu d'autres choses à ajouter, Audrey? Sur la conservation des semences? Sur la question d'Elisabeth, là. Oui, ben, tu sais, moi, je fais-tu du pouce? Je te dirais qu'avec les enfants, peut-être le fait de faire des semences de laitue, ça peut être intéressant aussi. Mais par contre, tu sais, ta laitue, il faut vraiment qu'elle soit plantée très tôt au printemps pour que tu sois capable, tu sais, de récolter ta semence, là. Parce que sinon, si tu plantes ta laitue au mois de juillet, peut-être que tu ne te rendras pas au niveau semence à l'automne. Mais c'est le fun à faire parce que ça fait comme des petits poilus, un peu comme des pissenlits. Puis, bon, tu sais, après ça, on peut nettoyer ça. Ça se nettoie quand même assez facilement aussi. Avec le vent, là, tu sais, ça, c'en est une là, qui est facile à nettoyer au vent, que vous allez frotter vos semences, puis après ça, vous allez les brasser, puis avec un ventilateur pour les faire shooter, puis tous les débris vont s'en aller. Ça fait bien de la cochonnerie. Il y a une couple de semences comme ça, hein? La plupart, grosse majorité. Ouais. Ça fait des beaux garages. Les chums aiment ça. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à la question d'Elisabeth. Donc là, on a une autre question de Sylvain Boudreau. Allô? Bonjour, moi je suis Sylvain, j'appelle du Nouveau-Brunswick, dans le nord du Nouveau-Brunswick. Puis j'avais trouvé ça super intéressant au niveau de la discussion par rapport aux carottes, aux tomates déterminées. Nous autres, notre saison est vraiment cool. J'ai un petit jardin maraîcher. Puis j'ai découvert que justement, certaines tomates déterminées me permettaient de sauver du temps, qui était beaucoup moins d'entretien. J'en ai trouvé des variétés qui étaient super bonnes. Ça fait que là, j'étais surpris là, au niveau d'apprendre qu'ils semblent avoir moins de goût, on ne peut pas les reproduire parce qu'ils sont déterminés, parce que je peux en mentionner deux variétés. Une Paisano, une tomate Roma qui est super bonne. J'ai un autre Cherry, Washington Cherry, qui est super bonne aussi. Puis moi, ça me convient parce que la saison est beaucoup plus courte. Puis par le temps qu'ils sont mûrs tout en même temps, puis je peux remplir mes paniers, puis ça me convient. Ça fait que j'étais vraiment surpris d'apprendre ça, que c'était ouvertement pollinisé, ils sont pas ouvertement pollinisés, puis c'est des F1, parce que j'aurais aimé ça pouvoir développer la technique de pouvoir justement les reproduire. Ça fait que je me demandais à Olivier principalement, parce que lui, il avait une position assez précise là-dessus, de peut-être élaborer un petit peu plus sur ce que vous aviez commencé à jaser. Là. OK. Intéressant, très intéressant. Mais moi, d'abord, ta tomate, si tu gardes les graines, tu vas le savoir l'année d'après. Si ça donne la même chose, ben c'est réglé. Tu es correct, là, tu peux très bien reproduire ces graines-là. Parce qu'ils sont reproductibles, les hybrides. C'est juste que ça se peut que ça soit différent. Okay. Et autre chose, avec les variétés que tu as, tu peux regarder sur Internet. Parce que si maintenant c'est marqué F1, ben là, c'est des hybrides. Mais si ça ne l'est pas, si c'est marqué OP, là, ouvertement pollinisé, ben, tu es correct aussi. En fait, moi, c'est juste que je manque un peu de connaissances là-dedans. En discutant avec plusieurs semenciers, on trouve qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup des ouvertement pollinisés qui sont déterminés. Mais ça se peut qu'il y en ait aussi. Là. Puis, il y en a, mais c'est plutôt rare. C'est plus fréquent d'avoir des indéterminés à pollinisation ouverte
que d'avoir des déterminés. Mais des déterminés, il y en a quand même à pollinisation ouverte. Ça se fait. L'autre chose qui peut peut-être vous intéresser, vous avez 2 variétés de tomates déterminées, je pense que vous aimez beaucoup. Effectivement, vous pouvez récupérer les semences de vos tomates, puis les semer l'année d'après. Vous allez tomber avec une F2. Excuse, je t'ai coupé la parole, Olivier. C'était au parfait moment. Au parfait moment. Excuse-moi. Puis là, vous allez tomber avec votre F2 que vous allez cultiver. Quand vous allez cultiver votre F2, si c'est une hybride F1 qui était au départ votre plan, normalement, vous devriez avoir une très grande variété de formes et peut-être même de couleurs dans votre range de tomates sur les plants que votre récupération de semences va vous avoir donné. Donc là, vous allez pouvoir vous ramasser peut-être avec, mettons, si c'était vraiment une F1 au départ puis pas une OP. Si c'est une OP, vos tomates vont vraiment se ressembler à ce que vous aviez. Okay. Mais moi, j'ai envie de couper, Audrey, vite. Oui. Monsieur Sylvain, pouvez-vous me dire les variétés? Je vais les chercher tout de suite sur Internet. Oui, mais les 2 variétés, un, c'est la Washington Cherry, puis l'autre, c'est la Paisano. Paisano. OK, parfait. Tu peux continuer, Audrey. Oui, puis c'est ça, votre deuxième année, votre hybride. Si c'était une hybride, on va continuer de ce côté-là, vous allez vous ramasser peut-être avec une dizaine de différentes tomates dans vos plants. Mais pas dans le même plan. Là. Non, de variété. De variété. Puis, là, ce qu'on regardait avec un autre semencier hybrideur, c'est on s'est dit, OK, probablement que mes 2 tomates les plus éloignées, peut-être que je vais en avoir une qui va être très, très ronde, puis l'autre très allongée. Ça devrait probablement être la tomate mère, puis la tomate père. OK. Ou les 2 extrémités de ces tomates-là. Puis là, ce qu'on est en train de tester pour voir si ça fonctionne, c'est de reprendre ces 2 tomates-là qui sont les plus éloignées des 2, de les refaire pousser et de réhybrider. Réhybrider les 2 pour voir si on arrive à une tomate qui est pas mal dans le milieu de qu'est-ce qu'on avait. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est mettons la 2e génération, vous pouvez récupérer les tomates que vous allez trouver qui ressemblent le plus possible à votre première tomate que vous aviez sélectionnée comme ça de fil en année. Vous allez finir par vous retrouver avec une stabilisation dans vos tomates. Ça peut prendre une dizaine d'années. Je vais laisser ça aux plus jeunes. Ben, c'est un beau projet de retraite. C'est déjà le projet de retraite. Moi, j'ai terminé les recherches, là, fait que la Washington Cherry, c'est ouvertement pollinisé. OK. Pas de trouble. Puis l'autre Paisano, c'est une hybride. OK. Puis, moi, je dirais là, que les ouvertement pollinisés déterminés, c'est des variétés assez modernes, qui ont été développées, là, ça fait pas plus que 100 ans. Je pense que c'est peut-être ça qui se passe aussi, parce que c'est tout à fait possible de faire des déterminés, mais il faut travailler dessus. Là, un peu comme Audrey vient de parler. Là. Mettons qu'on c'est qu'ils l'ont pris 10 ans pour le faire. Ben, c'est ça. Ça peut peut-être être plus court que 10 ans aussi, là, mais oui, c'est ce qu'on dit là. 5 à 10 ans pour stabiliser un hybride en quelque chose de stable. Parce qu'au niveau du goût, pour juste répondre à ce que tu mentionnais par rapport au goût, là, moi, c'est mes favorites. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec Olivier non plus. T'es pas d'accord? Je ne suis pas d'accord avec toi non plus. Qu'est-ce que j'ai dit que tu n'es pas d'accord? C'est des tomates sans goût, les déterminés. Je ne suis pas d'accord. Non, mais là, on parle de tomates cerises. Déjà, tomates cerises, c'est des tomates les plus goûteuses. C'est concentré. Là. Mais tu vois, moi, je ne connaissais pas de déterminé en tomates cerises dans l'ouvertement pollinisé. Bon, Olivier va la faire cet été. Et voilà. Ouais, je vous remercie beaucoup. C'est très apprécié, super intéressant.
Merci beaucoup, c'était super. Donc là, on va passer à une autre question. C'est une question de Raymond de Douillard qui dit si on veut devenir semencière, combien d'acres de terrain on doit avoir? Puis, quelle formation? Elle nous raconte qu'elle part de zéro, puis qu'elle est dans le domaine de l'informatique. Puis, depuis 3 ans, elle a une passion pour le jardin, puis les semences. Comment est-ce qu'on pourrait répondre à Raymond? Ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça. Doc, explique-nous comment tu es devenu semencier. Moi, je suis tombé en amour avec une semencière, c'est tout. C'est sur le tas. Tu as appris sur le tas. Catherine a appris sur le tas, c'est en le faisant, puis en retestant, puis en retestant, puis en retestant. Puis à un moment donné, on se dit, bon, ben, c'est le même, ça marche. Il y a des formations qui sont disponibles maintenant, je crois. Kélanie des Jardins féconds de Kélanie, elle vient de sortir de l'université, je pense, ou est encore en train de le faire, je ne sais pas trop. Mais sinon, pour la plupart, on a appris sur le tas là, parce que c'est un métier qui n'existe même pas au MAPAC. Il y a des livres, il y a de la documentation, on en trouve sur Internet, on en trouve chez Semences du patrimoine. Il y a des choses qui existent, mais des formations officielles, non. Je ne pense pas, sauf peut-être le truc à Kélanie. Je ne sais pas trop c'est quoi. Côté de formation officielle, il faut aller aux États-Unis. Qui a Madison, Wisconsin, qui donne vraiment des formations pour les semenciers. C'est à l'université. Puis il y a l'université Cornell aussi aux États-Unis qui donne aussi des formations. Ensuite de ça, c'est en Belgique ou c'est en Hollande. Puis il y a aussi une université en Angleterre qui donne des formations sur ça. Donc c'est un peu, tu sais, c'est... Faut vouloir, hein? Faut vraiment vouloir. En Inde aussi, qui a de la formation. C'est loin un peu, là! Mais là, je pense pas qu'on soit rendu là non plus. Je pense que peut-être la première bonne étape, ce serait peut-être d'aller travailler chez un maraîcher. Ça dépend quel genre de semences que vous voulez faire. Puis peut-être d'aller travailler un été de temps chez un semencier, ou aller faire des journées de bénévolat chez un semencier aussi. Ça peut donner un bon coup de main. Vous allez apprendre plein de choses. Puis, nous, ça nous donne un bon coup de main, puis on est vraiment content de passer notre connaissance aussi à d'autres personnes quand on est capable. L'autre chose aussi, c'est de travailler directement chez un maraîcher. Vous allez commencer à faire des légumes, parce que pour se rendre au bout de la semence, il faut être capable de cultiver le légume, puis de bien le cultiver, là. Fait que ça va peut-être vous éviter un paquet d'erreurs. Puis il y a plein de livres aussi là, qui sont super intéressants à lire. Moi, je pense que c'est un métier qui s'apprend assez bien sur le tas par rapport à d'autres métiers super spécialisés. C'est quand même l'agriculture. Il n'y a jamais personne, je pense, qui va être bon première année, là, sauf exception, mais en tout cas, ça prend des années d'expérience pour voir, là, mais il faut commencer quelque part. Puis, comme dit Audrey, là, moi, c'est ça que j'ai fait. Là, j'ai passé 3 ans là, de bénévolat chez les gens. Là. Puis, il y a eu des conférences aussi, là, des symposiums sur les semences où tu rencontrais les gens. Là. Puis, moi, on apprend encore. Oui, c'est ça, absolument. Moi, je fais une formation aussi sur les notions de base de la production des semences, là, puis la fête de Québec aussi. Tu peux toujours t'inscrire à ça si ça t'intéresse. Merci beaucoup de l'avoir aiguillé. Puis c'est ça, hein, je pense, de rentrer en contact aussi avec les semencières puis les semenciers locaux. On risque de se faire guider peut-être un peu, donc ça serait une bonne chose. Merci beaucoup. On a une question d'Odette Roy qui dit qu'elle aimerait entendre parler de la culture de la patate sucrée. Est-ce que vous en faites? Est-ce que quelqu'un pourrait nous en parler? Je pense que c'est la deuxième fois que j'entends cette question, donc ouais. Audrey, t'es maraîchère, toi? Ouais.
Nous autres, on l'a essayé, mais on a tellement d'autres choses à faire, puis les cultures sont tellement laissées à elles-mêmes que pour faire de la patate sucrée, non, ça n'a pas donné des très bons résultats. Oui. La patate sucrée, on va commencer. Premièrement, on ne part pas ça avec une semence. Là, on ne part pas ça avec une graine au Québec. On va partir ça en serre à ce temps-ci de l'année. Puis même début février. Puis, en fait, ce qu'on prend, c'est comme une partie de la patate sucrée qui a des germes. On se procure ça chez des fournisseurs du Sud, comme de l'Argentine, ou ce qui produisent plus de patates sucrées, ou des États-Unis. Je pense qu'il y en a au Nouveau-Brunswick. Il n'y a pas quelqu'un qui vend ça au Nouveau-Brunswick? Oui, mais ça vient quand même du Sud. J'ai rien contre le Nouveau-Brunswick. On va éviter un état. Ça se peut. Bref, quand on est maraîcher, on essaie de sauver des coûts le plus possible. Fait qu'on va chercher à être le plus proche possible du producteur. Puis, c'est ça. Là, on va recevoir comme nos espèces de petits germes qu'on va planter dans des plateaux, puis on met ça dans la serre avec abri, puis on va chauffer pour que ça monte à 28 degrés, pour que ça fasse des germes, puis que les patates startent comme il faut. C'est sûr, vous pouvez partir une patate douce chez vous, là. Mettons une patate douce biologique à l'épicerie, vous la coupez en deux, puis vous pouvez la mettre comme juste la base que vous avez coupée, cette partie-là dans l'eau, dans un verre, puis là, elle va tranquillement faire des racines. Vous allez pouvoir planter ça. Ça ne marche pas tout le temps. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Puis, c'est ça. Puis, pour faire de la patate sucrée, ça prend un sol qui est drainé, qui est travaillé. Ça prend un bon apport de fumier. Puis, ça prend beaucoup de chaleur pour que la patate ait une grosseur qui soit intéressante. Mais ça se fait. C'est pas mal ça que j'ai à dire sur la patate sucrée. Et non, je ne fais pas de ça. Merci. Merci, Audrey. Donc là, on a une autre question de Tremblay-Rose-Hélène qui nous dit qu'elle essaie de cultiver l'astragale, mais que c'est difficile. Elle fait des graines qui ne se ressèment pas toutes seules. Elle dit qu'elle les a récoltées et semées en semis à l'intérieur au printemps. Est-ce qu'il y a un truc pour que ça se ressème naturellement? Moi, je peux en parler parce que j'en fais de l'astragale, là. Puis, c'est pas facile du tout. C'est arrivé une année que j'ai récolté. Ben, c'est comme on parlait de la lavande, là. Je pense que c'est beaucoup de plantes vivaces, là, en fait, des fleurs vivaces c'est un peu comme ça, là, avec des mécanismes de dormance, là, puis c'est erratique, la germination, là. À partir du moment que tu as les graines, tu les as récoltées, ben, moi, avec l'astragale, je trouve que c'est important de faire de la stratification, là. Fait que je vais mettre mes graines dans un napkin mouillé, dans un sac de plastique, là, quasiment 2 semaines au réfrigérateur, là. Puis ça peut briser un peu la dormance, puis après, on peut les mettre dans la terre, là. Mais encore là, il faudrait avoir fait le test de germination, voir est-ce que c'est 0 ou est-ce qu'il y en a qui germent, là. Moi, à date, là, ça ressemble à du 10% que j'ai, là. Fait qu'en semant plusieurs graines, on peut en avoir, là. Puis, moi, je vois pas beaucoup d'astragales qui repoussent juste parce que les graines sont tombées au sol, là. Fait que c'est une plante assez capricieuse et difficile, là. En même temps, une fois que les graines et germent, moi, ça a été facile de l'implanter, là. Puis c'est comme ça que j'en ai eu dans mon jardin. Merci beaucoup. Merci. Donc là, on va passer à une autre question. On demande, c'est Sarah Sergerie qui dit, est-ce que l'étiquetage est obligatoire dans les cas suivants, OGM, hybride F1? OGM, je pense que, mettons que c'est bio, ça ne peut pas être OGM, ça, je pense que c'est clair, là.
idéalement, c'est étiqueté. Là. Comme là, je faisais une recherche justement là, pour le monsieur, là, pour savoir si c'était hybride ou ouvertement pollinisé. Ben là, ça va être tombé. Là. Les 2 sites que j'ai vus, il est marqué. Là. Ça peut arriver qu'il ne marque pas. Ça, c'est plate. Mais si c'est obligatoire, j'en doute. Là. Moi, je pense que quand tu as un F1, tu vas être porté à le marquer sur ton sachet de semences que tu as un hybride F1 parce que souvent, il y a une royauté qui est rattachée à ça. Ça t'a pris peut-être 10-15 ans à développer une variété F1 qui va être stable, qui va être productive, puis qui va répondre à plein de qualités que souvent les maraîchers veulent. Donc, ils vont mettre F1 sur le paquet, mais il y a aussi une royauté de rattacher, pas nécessairement avec le F1, mais ça peut indiquer ça. Ensuite de ça, biologique, si le logo est dessus, c'est effectivement parce qu'il y a un certificateur qui est passé. Puis, d'habitude, l'agriculteur, quand il paye pour être biologique, il est assez fier de mettre le logo biologique dessus, au prix que ça y coûte, puis au trouble de charge, des cahiers de charges qu'il y a à remplir, je pense qu'il va s'afficher comme étant bio. OGM, je ne suis pas tout à fait sûre qu'au Canada, il soit obligé d'étiqueter les semences OGM. Par contre, je sais que dans la patate, c'est maintenant interdit d'avoir des patates OGM au Canada. À part là, dans les centres de recherche, puis ça ne sort pas de là. Parce qu'on est producteur de semences de patates au Canada. Donc, je sais que ça sort pas des centres de recherche. Ensuite de ça, pour les autres variétés, je pense pas que ça soit écrit dessus. Là. Il me semble que quand je vois à ma coop, chercher, mettons, de l'orge ou des choses comme ça, il faut vraiment que je m'informe pour être certaine que je ne vais pas mettre d'OGM dans mon champ. Fait que souvent, je commande des semences biologiques, ça me certifie qu'il n'y aura pas d'OGM dedans. Mais moi, en même temps, là, mettons que j'en voudrais des OGM, là, je ne suis même pas sûr que je serais capable d'en commander. Là. Ça a l'air d'être vraiment des graines pour la grande culture uniquement. Là. Je veux dire, ce qu'il y a sur le marché, là, c'est des ouvertement pollinisés ou des hybrides. Là. Les OGM, là, c'est vraiment un autre monde. Là. Mais comme tu dis, peut-être dans les grains. Oui, dans les grains, c'est un peu plus courant. Pour le maïs, pour le soya. Le canola au Canada est complètement OGM. Très peu de canola. Mais tu n'achètes pas ça chez Canadian Tire. Non. Non, effectivement. C'est des hybrides qu'ils vont avoir. Là. Merci beaucoup. On va passer à une autre question. C'est de Réal Mignot qui dit pourquoi est-ce que c'est difficile de trouver des semences de fraisier à part la variété alpine? Question pour Isaac. C'est une question pour moi. Je ne peux pas de semences de fraises. Non. Les fraises, je ne sais pas, là, c'est dans le fruitier, c'est reproduit par bouture en général. De quelle manière ils ont créé la variété, je ne le sais pas, mais après ça, c'est de la multiplication végétative comme des patates. Si on ramasse des semences de patates, on n'aura pas la même patate que le tubercule qu'on a planté. Dans la fraise, ça va être la même chose. J'imagine. Honnêtement, je ne le sais pas. C'est comme un pommier. Si je veux une variété donnée de pommiers, je ne vais pas prendre des pépins de pommes. Je vais prendre une branche du pommier puis je vais greffer ça sur un autre pied. Dans le fruitier, c'est comme ça que ça fonctionne. Ben, justement, ça n'en est pas un exemple que c'est des hybrides. Toutes les variétés de fraises sont hybrides, puis justement, on ne peut pas reproduire la graine parce que ça ne va pas donner la même variété. Oui, sans doute. C'est ce que j'ai entendu. Là. Moi, personnellement, je n'ai jamais essayé de semer des graines de fraises. Moi non plus. Moi, oui. Jamais fait. Ouais? Oui, je suis assez folle pour ça. Non, c'est pas folle. Là. Non.
Ouais, ben oui, moi, j'ai semé des semences de graines, mais souvent, ouais, c'est des semences alpines là, qu'on est capable de trouver dans les cahiers de semences là, de différentes compagnies. Pour les autres variétés, ça se part aussi avec la semence, mais c'est des semences qui sont contrôlées. Parce qu'il y a des droits de reproduction sur les plants. Là, je sais ça parce que mon beau-frère produit de la fraise en grosse quantité. Fait que quand ils commandent des plants, ils font faire leurs plants par des producteurs de plants qui, eux, sont équipés pour bien partir les plants puis tout ça. Fait qu'ils partent ça avec la semence, puis ils envoient les plantules aux producteurs. Ils partent ça avec la semence? Oui, ils partent ça avec la semence. Tu m'étonnes, ça m'étonne beaucoup ce que... C'est pas tous les producteurs de plants de fraises qui vont partir ça avec la semence, mais il y a certains producteurs qui vont partir ça avec la semence, mais ces semences-là sont contrôlées. Donc, ils ne sont pas vendus au grand public. C'est cela. Ben justement, ça, c'est probablement des graines hybrides. Oui, c'est des graines hybrides. OK. Merci beaucoup. Merci. On a une question de Patrick Marchand qui dit « Est-ce que vous jouez avec les croisements sur vos fermes? Puis, est-ce que vous avez eu des coups de cœur? » Isaac, est-ce que vous faites des croisements? J'ai fait un croisement entre 2 tomates. Justement, tantôt, on parlait de tomates déterminées. Une que j'aime beaucoup, c'est la Taxi, qui est une déterminée jaune, que j'ai croisée avec une tomate verte indéterminée parce que je voulais une tomate déterminée verte. Yeah! Puis la seule que j'ai trouvée, c'est Lime Green Salad. Puis ça goûte la lime. C'est vraiment acide, elle est vraiment pas terrible. Fait que je voulais une bonne tomate verte déterminée. Donc, j'ai croisé ça et sur la première année, je n'ai eu... Ma F1 m'a donné que des tomates jaunes sur des plants indéterminés. On a gardé des graines. La F2 a donné presque tout. Je pense sur 36 plants, j'avais une qui était pas tout à fait indéterminée. Il y a eu 3 tomates vertes sur les 36. On a gardé un peu de graines, puis on s'est tanné du projet pour l'instant. Parce que finalement, ça fait 36 plants de tomates qui n'étaient pas extraordinaires à manger. Là. Fait que, on va se concentrer sur d'autres choses pour l'instant. Des coups de cœur, ben là, à la quantité de choses qu'on teste dans le jardin, oui, on a des coups de cœur toujours. Et surtout, là. Moi, j'ai commencé l'année passée là, sur des croisements de piments. Là. J'ai fait 2 Baccatum. Il y en a un qui est assez moderne, c'est le Peach Sugar Rush, qui a une couleur un peu rose à maturité. Là. Puis il était très fort quand même, là, puis il était très fruité, très goûteux. Là. Je l'ai croisé avec un autre Baccatum, le seul Baccatum doux que je connais, Agit Delight. Puis l'idée, ce serait d'avoir quelque chose de très goûteux, là, mais qui pique un peu moins. Là. Puis éventuellement, moi, j'aimerais ça aussi, là, je l'ai fait, là, mais croiser le Peach Sugar Rush, mais sur d'autres espèces. J'aimerais ça le mettre dans les anums aussi. Je l'ai fait parce que je l'ai essayé, ça n'a pas marché, là, mais je sais qu'on peut faire des croisements entre espèces. Ça, c'est une des exceptions dans les piments. Là. Puis moi, mon but, ce serait de faire genre un poivron qui serait rose. Ça, je trouvais ça bien trippant. Là. J'étais à l'année 1. Puis... Mais j'ai réussi à faire un Agi Crystal qui est un Baccatum avec un Espelette qui est un Anum. Fait que ça, j'ai aucune idée de ce qui va sortir de ça. Oh yes, tu nous en parleras. Ouais! Je suis curieux. Oui, je vous en reparle. Mais je pense que, comme disait Audrey, il faut mettre au moins 5 ans. Puis Isaac, là, ça va prendre plusieurs années de sélection là, avant qu'ils sortent de quoi de ça. Merci beaucoup. On a une question de Jocelyne Jacques qui dit « Est-ce qu'un melon puis une courge, ça se croise? » Ben non. Ah. C'est
C'est short and sweet, hein, Isaac? Non, mais qu'est-ce que tu veux dire de plus? Rien. Ben, c'est pas le même genre. Ouais. Tu sais, si c'était la même espèce, oui, ou tu sais, deux espèces différentes, encore, ça peut arriver très rarement. Mais quand c'est pas le même genre, là, je pense que ça arrive jamais, là. On a besoin du nom latin. Ouais, exact. Genre, espèce, il faut savoir ces deux-là. Ok, merci beaucoup. Donc, il n'y aura pas de croisement entre melon et courge. On va regarder pour une autre question. Donc là, c'est une question de Anne Auger qui dit Pétunia, j'ai récolté la semence d'un plant acheté, j'ai obtenu 4 différentes couleurs. C'est souvent ainsi. Je ne sais pas si c'est une question ou si je me trompe. Non, donc là, ça doit être un commentaire d'une personne et ce n'était pas une question. Mais oui, Que ça peut voulez-vous? arriver. Oui, oui, c'est correct. Il y a pas mal de réponses là, puis de questions dans le chat. Donc, je vais en trouver une autre. Ne vous inquiétez pas, il y en a vraiment beaucoup. OK, j'en ai une autre de Yolène Frisco qui dit « Quelle est la meilleure façon de conserver ces semences? » Ah, ben, ça a été répondu tantôt, mais nous, ce qu'on fait, c'est En juste Ziploc, du bloc. Tu veux-tu mettre une photo? veux-tu juste avoir ta peau maçon? Allô? On t'entend. Ah, ben, ouais, mais c'est parce que je veux le montrer, mon sac. Je te vois, on le voit. On le On voit? le Ah, voit ben, bien. moi, c'est toi que je vois. OK. Ben, c'est ça. Un sachet de silice, un sac Ziploc, puis on sert ça là-dedans. On met ça dans une pièce où il n'y a pas de variation de température idéalement. OK, parfait. Parce que souvent, on a l'impression que c'est plus compliqué que ça. Mais Ah, faut pas tant trop se mieux compliquer. si c'est... Bon, ben, parfait si c'est aussi simple. Merci beaucoup. On va voir une autre On peut question. peut-être, je peux rajouter des choses, c'est peut-être pas aussi simple que ça non plus, là. Mais en général, tu sais, les semences ont une bonne durée de vie, là, tu sais, 4-5 ans pour la plupart, puis ils vont perdre un peu de leur taux de germination avec les années, là. Puis ça dépend vraiment des graines. Tu sais, les panais et les oignons, ça va être un peu plus court, là. Ça peut être 2-3 ans, pas plus. Les courges, les tomates, les poivrons, ça peut être 5 ans et plus, il n'y a pas trop de troubles. Les crucifères, c'est très long aussi, la germination, là. Mais souvent, les gens vont se demander est-ce que je les mets au réfrigérateur? Ben, tu sais, ce qui est important, c'est que tu ne veux pas d'humidité. Puis tu ne veux pas de changement de température trop. Puis plus que c'est frais, mieux que c'est. Mais là, après ça, c'est passé du trouble. Est-ce que vraiment, c'est pour ça que moi j'aime les pots maçons, c'est hermétique pour l'humidité. Je peux très bien mettre mes graines dans un pot maçon au réfrigérateur. Mais tu sais, si je les laisse à température pièce à 20 degrés, probablement ils vont faire 4-5 ans, pareil. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire plus? Puis dans les cas des graines que je parle qui ont des durées de vie très courtes, moi, je vais carrément les mettre au congélateur. J'aime bien mieux le congélateur que le réfrigérateur, là. Puis là, ben, je peux m'amasser avec des taux de germination qui sont quasiment identiques avant de les avoir mis. Mais tu sais, quand tu commences à jouer avec le gel, c'est pour ça que l'humidité, il faut que ça soit zéro. Il faut qu'il n'y en ait vraiment pas, parce que là, tu peux vraiment tuer tes graines. Puis mettons quelqu'un qui veut mettre aussi, là, c'est important de savoir ça, là, ses graines dans un pot maçon ou même un Ziploc, là. S'ils ne sont pas sèches, là, c'est fini, là. Ils vont tout pourrir, puis il ne se passe rien, là. Il faut que ça soit très, très sec avant de commencer à vouloir les entreposer. Ouais, c'est pour ça qu'on met un petit sac de gel de silice, là, ce que vous retrouvez des fois dans vos pots de pilules ou dans, voyons, des affaires avec des lentilles, des collages. Des fois, vous avez ça dans vos chaussures. Quand vous achetez des chaussures au magasin, il y a un petit sac avec des petites billes dedans. Ça, c'est le gel de silice. Vous ramassez ça, vous le gardez, puis vous mettez ça dans votre sac de semences ou dans votre pot de semences. Ça l'aide à enlever de l'humidité. Ouais, ou un genre de thermohygromètre. Oh, on le voit-tu? On le voit pas. Oui. Ben, un peu plus loin. Recule. OK. Et tu sais, genre, c'est pourquoi il manquait 42 %. Tu sais, en bas de 50, là, c'est excellent, là. Moi, je trouve, là. En haut de 60, 70, là, commence à avoir des problèmes.
Merci beaucoup. On va prendre des questions des participants. Une première question de Leblanc Mélanie. Allô, vous pouvez prendre la parole. Mélanie? D'accord. Donc, Ah, OK, c'est bon. Oui, vous m'entendez? Bonjour. Oui, c'est peut-être une question assez simple, là, pas nécessairement pour les semences, mais pour le jardin. Comment vous faites pour faire la gestion des scarabées japonais, qui, nous, est très envahissant dans l'Outaouais maintenant? J'en ai pas. Nous, à date, on a vu notre premier en 2020. Avant ça, on n'avait pas. Avant, quand je restais dans la région cherbourgoise, c'était l'enfer et je n'ai pas trouvé de secret. Il n'y a pas vraiment de secret pour ça. C'est une bébête il n'y a pas encore, elle n'a pas encore de prédateur. Il n'a pas encore de prédateur, ce scarabée. Il y a la mouche qui pond dessus, mais honnêtement, ça semble pas très efficace encore. Faut être patient. Ouais. Fait que là, les ramasser, c'est comme les dorifores, dans le fond. Là, les dorifores dans nos patates, on les ramasse à mitaine. Là. Mais les scarabées, j'ai pas hâte qu'ils se rendent ici pour vrai. J'ai pas hâte. Toi, Audrey, t'en as-tu? Oui, moi j'en ai. Je suis dans le centre du Québec. Je suis remplie de scarabées japonais. C'est toujours un peu un problème. Souvent, le scarabée japonais va survivre à l'hiver, puis au printemps suivant, il va être en larve. Ben, en fait, il va pondre ses œufs, il va faire une larve dans le sol. Ça se trouve être comme un ver blanc un peu. Des fois, un coup de rotoculteur, ça l'aide. Sinon, bon, souvent, moi, ça se ramasse dans les pommiers. Les scarabées japonais ou dans les rosiers. Fait que d'avoir ces plantes-là, surtout les rosiers, je vous dirais, là, ils adorent ça. D'avoir ces plantes-là, c'est bien. Puis, je vais être plate, mais moi, je mets de l'huile de nem, ce qui se trouve être... Anciennement, c'était certifié dans le bio, mais ils l'ont exclu du bio. Mais moi, c'est le seul truc que j'ai trouvé pour me débarrasser de cet insecte-là qui est très nuisible à certaines cultures. Fait que je shoot les rosiers avec l'huile de nem. Ça diminue la population un peu. Là. Mais oui, c'est un problème. C'est un problème pour plein de gens là, dans le sud du Québec. Les coléoptères, c'est les plus difficiles à lutter contre. Ils sont super intelligents, ils se multiplient super vite. On ne peut quasiment pas faire de collecte manuelle. Là. Non. Puis ça dépend de ce qu'on cultive. Là. Il y a toujours les toiles de jardinage, là. Les agriles, Novagrill, Protectnet. Ça, c'est bon pour les insectes en général. Sûrement que ça marcherait pour ça. Si tu n'en as pas déjà dans ton sol, avant de mettre ton filet, tu vas être correct. Si tu en as dans ton sol avant de mettre ton filet, là, ça risque d'être problématique. Tu peux multiplier ton problème en faisant ça aussi. Ça dépend. C'est vraiment de vérifier de ne pas avoir l'insecte en dessous du filet. Oui, je pense, si je peux me permettre, il y a des études qui se font en ce moment pour essayer d'introduire des prédateurs, si on veut, naturels. C'est peut-être des mouches qui pourraient pondre dans le scarabée là, pour le parasiter, puis éventuellement causer la mort. Mais je ne sais pas où est-ce que c'en est rendu en ce moment, mais peut-être que bientôt, dans les années à venir, on aura une autre solution là, pour les petits scarabées japonais. Ils ont fait un reportage de la semaine verte là-dessus. Hein? Moi, je ne l'ai pas vu. Ah, ben moi, oui, ben, il en parlait de la mouche, là, puis me semble ça. Ah, ok, d'accord. C'est fort possible, mais ça serait quelque chose d'intéressant là, à voir. L'autre chose, je pense, c'est les pièges à phéromones. Aussi, hein? Ça, je ne sais pas trop où on peut trouver ça, mais ça a l'air d'être efficace, au moins pour savoir c'est quoi la quantité de population. Là. Ça les attire quelque part. Mais, les pièges à phéromones, tu peux trouver ça chez Anatis. Les autres, ils vendent ça.
Sinon, des fois, il y a des centres jardins aussi qui en tiennent, là, des pièges à phéromones. Par contre, ça peut avoir l'effet aussi de les inviter chez vous. Parce qu'une phéromone, c'est faite pour attirer. Fait que ça dépend. T'as pas essayé, toi, avec ça? Les pièges à phéromones? Ouais. Non, mais je sais que j'en ai chez moi. Ah! Je me suis pas battue à me mettre ça en plus. C'était pas à peine des invités en plus. Non, c'est ça. Mais on a des pièges à phéromones pour d'autres choses, là. Pour d'autres insectes qu'on veut vraiment calculer. Merci beaucoup à tous les deux. Le temps va tellement vite. Là, je me rends compte qu'il nous reste 5 minutes pour la fin de cette foire aux questions virtuelles. Donc, je vais essayer de prendre encore quelques questions. On a une question de Prévost-Bolduc-Guillaume. Allô, ça va bien? Bien. Oui, vous pouvez poser votre question. Oui, en fait, c'est une petite question rapide. Est-ce que, Olivier, plutôt, tu parlais de faire un caveau temporaire pour l'hiver, puis replanter les légumes au printemps? Je veux dire, est-ce qu'il y a des cahiers, comme des calendriers de semences, en quelque sorte, tu sais, pour le temps que ça prend afin d'atteindre la semence dans la saison, comme un plan de semis, exemple? Ouais, ben là, calendrier, je peux. Moi, je peux en faire, là, tu sais. Parce que ça se ressemble pas mal tout, je dirais, là. Moi, mettons que tu as hiverné tes légumes racines, tu sais, panais, navets, rutabaga, peut être radis, ça peut être betterave, carotte, là. Bon, ben, les premiers, ça risque d'être panais puis navets, mettons. Les deux premiers, là, puis moi, je vais toutes les mettre au mois de mai. Le plus tôt possible, au mois de mai, je mets ça. Fait que, à partir de septembre, là, fin août, panais, là, en août, là, c'est sorti, c'est les premières. Là. Puis après ça, ben, carottes, septembre, betterave aussi, septembre. Et en théorie, là, en octobre, c'est fini. Là. Ben, c'est fini. Il peut en rester un peu parce qu'ils ne sont pas mûrs, là. Mais c'est ça le calendrier. Là. En 5-6 mois, tu es supposé être correct. Là. Moi, je ne connais pas de légumes racines. Je n'arrive pas à faire dans ce temps-là. Peut-être la patate douce. Les pinottes. Ben, j'arrive à en faire, moi, des arachides. Moi, j'ai de la misère, ça marche pas. Ah ben, c'est dur. Faut que tu le fasses de bonne heure. Mais c'est pas un bisannuel, c'est un annuel. Non, c'est un annuel, mais il y a des choses des fois qu'on réussit bien, mais il y a d'autres choses qu'on laisse tomber. Merci beaucoup. On va peut-être prendre juste une dernière question avant de boucler cette belle foire aux questions là qu'on est en train d'avoir. Je vous remercie encore beaucoup. On va prendre une dernière question de Michel Watrin. Allô Michel, bonsoir. On ne vous entend pas. Ah voilà, audio, ça va, vous m'entendez là? Oui, c'est bien. Allô? Ce n'était pas vraiment une question, mais comme il a été question tout à l'heure beaucoup de tomates par ce monsieur qui vivait dans le Nouveau-Brunswick, il adorait une variété de tomates. Moi, je voudrais quand même rendre hommage à la merveilleuse tomate de l'Écoumène qui s'appelle Black Seaman et que j'ai la chance de récolter les graines depuis 3 ans et que je ressème dans mon potager et que je trouve délicieuse et que j'ai découvert grâce à ce semencier. Pour le reste, je n'ai pas de questions précises. Je voulais quand même rendre hommage à cette tomate-là. Seaman, c'est quoi le nom? C'est Black Seaman, comme la mer Noire, Black Seaman, l'homme de la mer Noire. Je crois que c'est une variété de tomates qui vient de Russie, là, initialement. Oui, russe. Bon, ben, je vous remercie Je vous en prie.
Merci pour ce partage et je pense que ce sera sur cette découverte que vous nous faites faire, madame, qu'on va pouvoir terminer notre soirée. Donc, en fait, vraiment, ça a été super agréable. Je tiens à remercier nos 3 invités qui ont été extraordinaires. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir été là. Les participants, participantes, merci à vous aussi. Vous avez été nombreux à nous poser des questions. Puis c'est grâce à vous là que tout marche bien, tout a été fluide. Je vous rappelle qu'il y a un formulaire d'appréciation que vous allez pouvoir remplir et qui vous offre la possibilité de gagner un des 2 paquets cadeaux, une gracieuseté de la boutique du Jardin botanique, ainsi que des billets gratuits pour le Jardin botanique. Donc voilà, ça a été super. Et les invités, c'était le fun. J'ai appris énormément de choses. Puis je vous remercie tellement d'avoir été là. Merci beaucoup. Donc voilà, merci à tous, merci à tout le monde. On vous souhaite une très belle soirée. N'oubliez pas que la fête des semences se poursuit de façon virtuelle tout au long de la fin de semaine. Ce sera avec ma collègue et amie Julie, donc que vous allez pouvoir découvrir d'autres personnes formidables qui œuvrent dans le domaine de l'horticulture, maraîchers, semenciers. Donc, on vous invite à aller les rencontrer pour poser vos questions. On vous souhaite une formidable soirée. Merci encore à vous. Merci. Puis bonne soirée, à la prochaine. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci d'avoir organisé ça. Merci à vous d'avoir été là. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci.